et bienvenue dans ce 3e épisode des Fashion and Luxury Talks by Accenture et l'Institut français de la mode, consacré au décryptage des tendances qui animent l'industrie de la mode et du luxe. Accenture a le plaisir de vous proposer, en partenariat avec l'IFM, cette série de talks. On y invitera des acteurs, des game changers, des leaders, des dirigeants et des jeunes étudiants de l'IFM pour croiser les regards, échanger les points de vue, analyser les opportunités créatives, business et technologiques qui s'offrent à cette industrie et qui façonnent le futur de cette industrie. Je suis Sama Habib, Managing Director mode et luxe au sein d'Accenture, heureuse de vous retrouver et heureuse de présenter cette série de talks aujourd'hui. Pour ce 3e épisode, on va parler d'un sujet clé pour l'industrie du luxe. On va parler d'un territoire clé pour cette industrie, un territoire où il est indispensable, il est extrêmement important de réussir et surtout de préserver la réussite. On va parler de la Chine et on va décrypter ensemble les opportunités et les challenges qu'offre ce marché majeur et clé pour l'industrie du luxe. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de le faire avec des fins connaisseurs de ce marché. Aujourd'hui avec nous, Camille Maton-Borel. Camille, directrice L'Oréal Asinor pour la marque Giorgio Armani. Merci beaucoup Camille d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Nicolas Cano, directeur développement business Tmall et expert des plateformes digitales. Merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Merci Sama. Et également avec nous Clémence Dufourc. Clémence, directrice stratégie au sein d'Accenture. Clémence, tu accompagnes nos clients luxe dans leur croissance digitale en Asie, en particulier en Chine. Basée à Singapour, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Merci Sama. Donc j'ai hâte d'échanger avec vous, de discuter de ce sujet qui est vraiment clé pour toute l'industrie. Toute l'industrie du luxe, aujourd'hui, on va dire, a les yeux rivés sur la Chine, surtout dans ce contexte mouvement. A les yeux rivés sur la Chine, pas que l'industrie du luxe, tous les analystes, tous les marchés financiers sont en train de regarder et de guetter les perspectives de ce marché à l'affût de tous les signaux faibles et forts pour le dynamisme de ce marché. Il faut dire quand même que la Chine, en termes de dynamique, peut vraiment conditionner le dynamique des plus gros groupes de luxe dans ce monde. Bien sûr, un marché qui est vraiment à l'avant-garde en termes d'expérience et en particulier sur l'expérience numérique, on le verra. Il faut se le dire, la Chine a poussé quasi toutes les marques, tous les grands groupes à repenser, à revoir leur stratégie, la manière dont ils engagent leurs clients. Et surtout, c'est un phénomène aujourd'hui, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, qui s'amplifie avec la pandémie, avec le rapatriement justement de toute la consommation en local. Bon, tout ça, plein de choses en tout cas à voir ensemble. L'objectif aujourd'hui, c'est de discuter avec vous et de comprendre les perspectives de ce marché et son évolution et qu'est-ce qui compte aujourd'hui. Clémence, d'ailleurs, on va commencer avec toi. Clémence, la première question qu'on aimerait voir et échanger ensemble, c'est pourquoi la Chine est un marché aussi spécifique sur la perception du luxe en Chine. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on discute aussi les tendances macro de la consommation. Oui, et en effet, la Chine a toujours été un marché porteur pour le luxe, hein, et c'est pas prêt de changer. Comme on dit, sky is the limit pour le luxe en Chine. Et ça va pas changer, c'est pas prêt de s'arrêter. En fait, il y a une vraie force d'innovation et cette envie d'expérimenter tout le temps, de renouveau. Et évidemment, les avancées technologiques comme l'utilisation de l'artificial intelligence ou de la virtuelle réalité n'ont fait qu'amplifier cette avancée du luxe en Chine, qui est d'ailleurs maintenant, on estime, représente à peu près 20% du marché du global du luxe. En Chine, en 2020, le luxe a presque doublé au moment du Covid. Des chiffres records. Voilà. Et pourquoi cette particularité, en fait, cet attrait du luxe en Chine, c'est vraiment pour les consommateurs chinois un intégrateur social, un accès, un statut, un accès à un certain club, une visibilité.
La consommatrice chinoise regarde beaucoup les consommateurs européens. Et d'ailleurs, avant le Covid, plus de la moitié des achats du luxe s'opéraient en dehors de la Chine. Donc maintenant, tout a été mis en place pour que ça puisse continuer localement. Mais vraiment, on regarde ce qui se passe en Europe. Et alors, en Chine, on estime que l'âge moyen d'accès au luxe est de 20 ans. Donc, c'est vraiment un marché recruteur pour les jeunes. Voilà. Clairement. Et si on regarde les macro-tendances d'un point de vue consommation sur le marché chinois? Ouais. Comme le site Erwan Rambourg, qui est un grand analyste du marché chinois, on peut appeler cette caractéristique home qui s'opère en Chine. Home, pourquoi? Comme harmonisation. Donc, il y a une harmonisation des prix et comme vous le savez, en fait, les taxes locales se sont amoindries récemment, ce qui a permis du coup une consommation locale avec toute cette harmonisation et ce regard sur les prix. Évidemment, haut comme omnichannel, on va en parler plus tard avec Camille et Nicolas. C'est vraiment, ça explose et c'est vraiment très très important en Chine. Ça a été très porteur depuis des années, mais ça l'est encore plus. M comme monitoring en anglais, parce qu'en fait il y a une trend qu'on appelle le Daigou qui est là depuis certaines années et qui s'est accélérée, qui est en fait des Chinois qui rapportent les produits de luxe chinois qui ne sont pas accessibles en Chine ou qui sont plus chers en Chine et qui les revendent aux consommateurs locaux. Donc les marques regardent de plus en plus ce trend qui est très très important et qui croît et qui drive de la croissance dans le luxe. Et enfin, tout ce qui est donc éducation, les consommateurs chinois s'informent énormément des tendances et des marques internationales via l'accès à la digitalisation et sont vraiment experts des marques et des produits, de la technicité des produits. Donc c'est vraiment cette tendance qu'on voit, toute l'éducation, ce qui fait d'ailleurs que les Chinois ont un peu moins peur de consommer localement, quand à l'époque il y avait quand même, il y a toujours beaucoup de counterfeit, de contrefaçon, et en fait avec cette éducation, les Chinois connaissent de plus en plus et savent repérer les vraies marques de luxe. Donc c'est vraiment ces tendances qu'on voit aujourd'hui. C'est clair, et merci beaucoup pour le hum, c'est vraiment le terme à retenir aujourd'hui. On se démarrage, c'est vraiment le hum pour se rappeler toutes ces tendances-là. Merci beaucoup Clémence. Camille, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On sait à quel point le marché chinois est important pour un groupe comme L'Oréal. Selon vous, et selon toi plutôt, parce qu'on se tutoie, oui. Selon toi, quelles sont les opportunités, les challenges pour une marque pour vraiment réussir et percer sur ce marché? Alors déjà, les opportunités, c'est la taille du marché, un marché qui est d'1,4 milliard de personnes, c'est énorme, un marché qui est en pleine croissance, qui a continué à croître même pendant la période Covid, une croissance qui a tendance à se tasser, mais qui reste très prometteuse pour l'avenir. Des opportunités aussi parce que la population active ne cesse de croître, et c'est une des populations les plus jeunes du monde, la fameuse Gen Z, voilà, la fameuse Gen Z. Auquel toutes les marques s'adressent aujourd'hui, qui est une population très jeune, qui est avide de nouveautés, qui a une appétence pour le luxe qui ne cesse de croître et qui en plus a le pouvoir d'achat et donc cette capacité à consommer le luxe. Donc voilà, une vraie opportunité là-dessus. Opportunité aussi pour les marques de comprendre et de connaître un écosystème qui est le plus riche et le plus complexe presque du monde, d'un eventing massif à un marketing d'influence très très complexe et poussé, en passant par l'acquisition et la gestion de la data, on y reviendra, à cet aspect très omnichannel, donc O2O, voire même on apportera du virtuel, on en parlera plus tard. Donc voilà, donc c'est une vraie opportunité de venir aussi test and learn, mais aussi un challenge pour les marques qui maîtrisent pas tout à fait encore cet écosystème. Donc voilà. Un autre challenge, je dirais aussi pour les marques, c'est vraiment de réussir à connecter avec le consommateur, dont les attentes sont assez différentes aussi, connecter de manière très authentique et très différente en fonction des touchpoints, puisque l'écosystème est très vaste et chaque touchpoint requiert vraiment une communication très spécifique.
Donc, c'est adapter sa communication, mais tout en restant très ancré dans sa brand equity, son ADN de marque. Donc, c'est un équilibre pas forcément évident à trouver pour les marques entre vraiment être ancré dans son statut de marque occidentale avec toutes ses valeurs et son ADN et réussir à se localiser davantage et à parler vraiment à ce consommateur-là. Et c'est d'autant plus important, cet ancrage, qu'on en parlait avec la relocalisation de la consommation en Asie, surtout en l'ère post-Covid. Les marques, on voit apparaître l'émergence de marques locales. Si, on en parlait tout à l'heure. Et qui implique une guerre des prix sans nom depuis quelques années. Et donc voilà, cet ancrage dans le luxe est très importante pour les marques aujourd'hui. Je vois enfin 2 derniers challenges. Le premier, ce serait la régulation qui vient plus du gouvernement, qui a vraiment pour objectif de protéger sa population, à la fois dans l'enregistrement des produits, donc qui complexifie souvent la mise sur le marché, donc qui décale de plusieurs mois certains lancements, et notamment la régulation des KOL pour notamment limiter leur influence trop puissante. Et enfin, un autre challenge qui concerne plus les gros groupes, je pense, c'est comment, quand on est un gros groupe avec pas mal de process, réussir à être toujours dans la tendance et voilà, rester agile et flexible, parce que parfois on met 2 ans à sortir un produit et à le mettre sur le marché, mais voilà, les tendances changent de mois en mois et c'est pas toujours facile de rester toujours très pertinent par rapport aux attentes des consommateurs. C'est vrai que le repère temps est complètement différent. Exactement. En tout cas, exactement. Il faut être capable de réagir très vite. Très vite. Pour parler d'opportunités de challenge, je vais rebondir là-dessus. On sait que la présence, en tout cas l'écosystème digital chinois est quand même extrêmement, particulier, pour ne pas dire complexe. En tout cas, quand on le voit de l'extérieur, il faut vraiment vivre, on va dire, en immersion en Chine pour comprendre la complexité de cet écosystème. Nicolas, comment toi tu vois l'évolution de cet écosystème digital ? La présence et le partenariat des marques et des grands groupes avec des plateformes digitales majeures comme Tmall. Comment réussir ? Quels sont les fondamentaux pour un partenariat réussi ? D'abord, je dirais un partenariat qui est nécessaire et même obligatoire quand le consommateur est intégré, je dirais, dans cet écosystème chinois qui est quand même un écosystème chinois unique en son genre. Et je dirais d'ailleurs le consommateur n'est pas seulement intégré, on parle d'ailleurs de plus d'1 milliard de consommateurs digitaux aujourd'hui, ce qui est quand même énorme. Et ces consommateurs aujourd'hui naviguent non pas dans un écosystème, mais dans une diversité d'écosystèmes. C'est ça justement la grande difficulté. Donc une diversité, ça peut être aujourd'hui, vous trouvez des écosystèmes de e-commerce avec des plateformes comme Tmall d'ailleurs, en B2C, Taobao, en C2C, mais également JD.com. Vous avez également des écosystèmes de social commerce avec des plateformes extrêmement importantes comme WeChat, Xiaohongshu, ou Douyin aujourd'hui, qui sont nécessaires, obligatoires, justement, pour mieux intégrer cet écosystème chinois, mais également d'autres plateformes de médias et d'entertainment qui génèrent aussi un autre écosystème. Donc ce sont des écosystèmes à l'intérieur duquel le consommateur va naviguer, et donc les groupes, comme le groupe Alibaba, sont là aussi pour accompagner ces marques. Accompagner ces marques surtout pour comprendre cette diversité, analyser cette diversité et à mieux appréhender justement la façon dont ils vont ensuite communiquer et justement engendrer cette relation avec ce consommateur digital chinois. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les consommateurs digitaux chinois aujourd'hui sont plus de 50% des consommateurs digitaux mondiaux et 46% d'ailleurs des ventes retail aujourd'hui en Chine sont réalisées sur le digital. Donc on voit bien vraiment une force de cet écosystème, mais à l'intérieur duquel il faut évidemment savoir naviguer. Donc moi je donnerais 3 grands conseils, c'est vrai pour les marques, afin qu'elles me permettent en tout cas de mieux engager avec ce consommateur. C'est d'abord mieux écouter et mieux connaître, mieux comprendre ce consommateur digital, qui il est, comment il se comporte, comment il désire être engagé. Ça c'est très important pour constituer et construire du contenu dédié. Au niveau du contenu, justement, il faut avoir un contenu localisé, mais avoir une fluidité de ce contenu pour mieux s'engager avec le consommateur. Ça, c'est extrêmement important. Et surtout, enfin, au niveau du calendrier marketing chinois, on sait qu'il y a une énorme complexité de ce calendrier marketing. Il faut donc l'appréhender. Mais c'est surtout, quand on l'appréhende, c'est vecteur évidemment de réussite, mais surtout d'opportunité. Donc, voilà les 3 points importants, en tout cas, qui peuvent aider ces marques à réussir sur le marché local. C'est des conseils vraiment précieux et on entend le terme, c'est indispensable. En tout cas, d'avoir une présence pour engager au mieux ce consommateur chinois. Il ne faudra pas improviser, en tout cas, une relation. Et
en double-cliquant sur ce point-là, je vais revenir sur le contexte aujourd'hui. La Chine a vécu un deuxième confinement assez strict sur le premier semestre 2022. Comment le consommateur chinois réagit à ce nouveau confinement? Comment justement l'écosystème digital est en train peut-être de faire une sorte d'évolution ou pas? Selon toi, il se passe quelque chose après ce deuxième confinement? Il se passe toujours quelque chose en Chine. Il se passe toujours quelque chose. Voilà, d'abord. Mais c'est vrai qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la première phase qu'on a tous connue. Alors en Chine, cette première phase, donc en 2020, c'est avec la Covid, ça a été plutôt un accélérateur du processus de digitalisation qui était déjà d'ailleurs bien amorcé en Chine, bien en avance par rapport aux autres marchés internationaux. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu cette accélération-là. Donc on a eu des technologies qui ont été évidemment renforcées. On a eu beaucoup évidemment de live streaming, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais d'ailleurs beaucoup de live streaming qui a été beaucoup utilisé pendant cette période-là. Mais le fait majeur de ce premier lockdown, c'est surtout l'effet de rapatriation. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Et ça, c'est un phénomène fondamental puisque ces consommateurs qui évidemment consommaient autrefois à l'étranger, aujourd'hui consomment totalement en Chine. On sait que le consommateur luxe chinois, c'est le premier consommateur luxe du monde. Donc aujourd'hui, la première phase a été comment s'adresser à ce consommateur et comment justement engager avec lui, alors qu'on avait plutôt l'habitude d'engager avec une partie de ces consommateurs en Chine et surtout l'autre partie qui voyageait et qui achetait en dehors de Chine. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, et je dirais de lockdown, c'est plutôt une série de lockdowns localisés. Il n'y a pas eu un énorme lockdown, on a eu en effet des lockdowns majeurs comme à Shanghai. Et c'est vrai que cela a amorcé une deuxième phase. Une deuxième phase qui vient évidemment dans la continuité de cette première phase de digitalisation plus complète. Et donc, dans cette deuxième phase, on a une attente du consommateur chinois qui est différente. Donc, une nouvelle phase de maturité où le consommateur aujourd'hui désire avoir un parcours client beaucoup plus immersif, beaucoup plus expérientiel et serviciel. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un rapport avec le consommateur qui devient complètement new retail, qui passe du digital au physique, complètement sans limite, sans couture. Et donc, c'est ce parcours client nouveau qui est très important à comprendre et justement pour engager avec eux. Ça, c'est vraiment la première chose. Et puis après, si on regarde plus, je dirais, dans le détail au niveau des comportements d'achat, au niveau des sous-catégories, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Parce qu'il y a quand même des choses, en effet, des tendances qui étaient autrefois niches, qui deviennent complètement mainstream. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en effet, on a des catégories aujourd'hui qui progressent et qui correspondent à ce nouveau comportement du consommateur en Chine. On a par exemple l'outdoor qui connaît une progression phénoménale. On a des ventes d'articles de pêche qui ont augmenté de 50% pendant ces confinements. On a également des ventes de paddles ou d'accessoires de sport nautique qui ont augmenté de plus de 290% sur notre plateforme Tmall. On voit bien cet attrait de l'outdoor, mais on pourrait même parler du camping. Tous les articles liés au camping ont également une croissance à 2 chiffres. Donc on a toute cette partie de l'outdoor, donc c'est assez intéressant de voir vraiment qu'on a besoin de retrouver évidemment la nature, l'extérieur, mais aussi de se retrouver. Et c'est aussi une explosion des articles de bien-être, avec notamment une hausse assez considérable des produits de personal care, et notamment la beauté masculine. La beauté masculine, c'est vraiment, je pense aussi, une des grandes tendances de ce deuxième période de lockdown, avec notamment une consommation en beauté masculine, en tout cas des ventes qui ont décollé à 2 chiffres et qui sont 50% supérieures. Tu as des chiffres à partager avec nous ou non, ça? Si, 50% supérieures à l'année dernière. Donc, vraiment, donc très rapidement, on a une très forte croissance. Donc, et je parle vraiment de la beauté masculine dans son ensemble. Et après, on a évidemment d'autres grandes tendances qui émergent. Alors, je dirais l'outdoor, le bien-être, mais bien-être, c'est s'occuper de soi, mais aussi on a cette tendance de s'occuper des personnes qu'on aime, des personnes proches de soi, et notamment dans la famille, les enfants. Donc on a une forte croissance des produits bio pour enfants. Ça, c'est quand même une grande tendance assez intéressante, mais aussi sur les animaux de compagnie, par exemple, où on a les produits de luxe, d'ailleurs, pour animaux de compagnie qui ont une forte croissance à 2 chiffres. Donc le bien-être pour tout le monde. C'est le bien-être pour tout le monde. Et puis enfin, le bien-être, c'est aussi pour soi, ce sont évidemment les produits de luxe. Et donc l'industrie de luxe, pendant cette deuxième période de lockdown, c'est une nouvelle période de transition. Donc on voit 2 mouvements. D'un côté, les grands consommateurs, les consommateurs ultra luxe, les fameux high net worth individuals, eux continuent à acheter, et pas seulement continuent à acheter. D'ailleurs, eux constituent d'ailleurs la plus grosse partie de la croissance du luxe sur le premier semestre 2022. Ce qui change, c'est qu'ils se tournent véritablement sur des pièces d'investissement et notamment au-dessus de $15 000 à peu près. Donc on a une forte croissance sur ces pièces-là,
au-delà donc de 15 000 $, c'est très intéressant. Et donc, de le voir. c'est plutôt le hard luxury finalement qui en profite, avec la joaillerie en tête. D'accord. C'est très intéressant, mais pas seulement. On a aussi les accessoires de mode qui progressent, surtout les accessoires, les fameux carry-over de marques aspirationnelles qui en profitent le plus. Donc ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, très intéressant, sont les nouveaux consommateurs du luxe. Notamment ces nouveaux consommateurs de low tiers, des fameuses cities, low tier cities. Que Clémence évoquait tout à l'heure. Que tu mentionnais, évoquais tout à l'heure, exactement. Et ce mouvement-là, on attendait justement une baisse de consommation. Pas du tout. Pas du tout. On arrive vraiment, là aussi, à une très forte croissance de ces nouveaux consommateurs du luxe pour une seule raison, c'est qu'ils souhaitent upgrader vraiment leur niveau de vie et donc continuent à découvrir sur nos plateformes, évidemment, à acheter des produits luxueux et donc à se faire plaisir. Global. Du coup, on ne peut pas s'empêcher quand même de faire la convergence en termes de tendances, parce que c'est des tendances qu'on a vues, nous, depuis quelques mois ici, on va dire, en Europe. Ça se rejoint là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, Nicolas, comment une plateforme digitale majeure, je prends l'exemple de Tmall, accompagne les marques et les grands groupes sur ces sujets-là? Alors, ça, c'est une bonne question, puisque on parle souvent de partenariat pour vendre un produit. Oui, complètement. Bon, là, le partenariat, en effet, ne s'arrête pas à la vente seule de produits. C'est ça qui est important. Donc, on accompagne évidemment les marques sur énormément d'autres sujets. Le sujet qui est très important, c'est le sujet de la data. Donc, on accompagne évidemment les marques à faire un meilleur usage de cette data, cette fameuse donnée consommateur. Et donc, on a des outils justement pour mieux analyser ces données consommateurs qu'on met à disposition des marques. C'est le Data Bank et le Strategy Center, qui sont deux outils extrêmement puissants qui nous permettent donc d'analyser le consommateur. Il ne faut pas oublier qu'en Chine, aujourd'hui, le consommateur chinois a une seule identité, ce qu'on appelle une identité unifiée, qui permet donc, nous, de retracer le consommateur sur l'ensemble de l'écosystème, des écosystèmes, et de mieux comprendre ce consommateur. Mieux comprendre, ça veut dire aussi lui proposer du contenu et des services justement personnalisés, plus expérientiels, puisque c'est ce qu'ils recherchent, évidemment, et donc dédiés à leurs envies. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, on accompagne justement ces marques sur le meilleur usage de la data, mais ce n'est pas tout. On pense qu'on peut aller au-delà. L'usage de la data, ça permet vraiment d'avoir des informations extraordinaires, aussi sur le développement de produits pour le marché local. C'est pour ça que aussi, nous accompagnons les marques, les groupes, pour créer des produits pour le marché local. Et il y a un outil extrêmement important qui est le Tmall Innovation Center, qui a été créé en 2017. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ce Tmall Innovation Center? On accompagne des marques, on accompagne des groupes. On a accompagné depuis 2017 150 groupes internationaux. Et pendant, par exemple, le Double 11, le fameux shopping festival du mois de novembre, nous avons accompagné plus de 2000 marques à plutôt tester et affiner plus de 50 000 produits en préparation et en vue du festival du Double 11. Et donc, ça permet pas seulement de créer des produits qui conviennent au consommateur local, donc ça, c'est vraiment de la localisation pure, mais surtout de réduire, grâce à les données consommateurs qu'on propose et qu'on met à disposition des marques, de réduire la fameuse R&D, la Research and Development, la phase de cette R&D de 18 à 6 mois. Ouais. Donc, c'est vraiment une puissance aussi, une offre qui va aller très vite. Exactement. Qui connaît le marché, on va dire. Qui connaît le marché. Mais il faut connaître le marché. Très clair. Pour connaître le marché, il faut connaître son consommateur. Ouais. Et on sait que Tmall, justement, supporte, notamment si on prend l'exemple de Tmall, supporte beaucoup les marques locales. Parce que quand on voit ce qui se passe sur le marché chinois, on voit que le Made in China devient cool. Enfin, on voit quand même qu'il y a plusieurs marques chinoises qui sont en train de prendre du galon et qui arrivent à séduire une jeunesse chinoise qui veut consommer de plus en plus local. C'est pas uniquement une tendance qu'on voit en Occident, on va dire même en Chine, c'est quand même une tendance de fond. Et donc ces marques-là, forcément, vont souhaiter ou souhaitent déjà avoir leur part de gâteau dans le secteur du luxe mondial. Donc, Nicolas, tu penses que ces marques-là pourraient grignoter une part de marché dans le luxe mondial? Alors déjà, il faut remettre les choses dans son contexte. Alors, le contexte chinois qui, depuis plusieurs années, c'est vrai, tu parlais d'ailleurs du New China Chic, cette fameuse tendance qu'on appelle Guoqiao en Chine, qui remet en avant les codes de la culture traditionnelle chinoise. Très important. Donc, il faut se réapproprier ces codes. Ce que font d'ailleurs très bien les marques chinoises, qui sont évidemment d'ailleurs chinoises, donc connaissent bien les codes, donc beaucoup plus flexibles sur le sujet. Et donc c'est vrai que certaines marques ont profité clairement de cette nouvelle tendance pour se lancer beaucoup plus agiles,
avec la connaissance de ces codes sur le marché local qui rentrent en compétition avec les marques internationales. Mais d'abord, quand on parle de New China Chic, il faut savoir de quoi on parle. Le New China Chic, c'est aussi qu'est-ce que souhaite le consommateur chinois. Et dans ce New China Chic, le consommateur chinois retrouve justement une proposition qui leur convienne, c'est-à-dire une proposition d'abord de la technologie, ça, c'est très important, de l'immersif, et ça aussi, ça passe vraiment par ce changement du parcours client, beaucoup plus serviciel aussi, le service est clé, et enfin, une appropriation des codes culturels chinois. L'identité. Donc, c'est l'identité culturelle qui est très importante. Et quand on regarde dans le détail d'ailleurs, et on pose la question, il y a eu beaucoup d'études de fait, la dernière d'ailleurs, sur les raisons pour lesquelles justement les consommateurs achètent des marques chinoises, on est assez surpris. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, oui, les premiers critères, c'est oui, le rapport qualité-prix. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est vrai, ça fait partie d'un des critères, mais les deux autres critères fondamentaux, qui sont un peu plus surprenants, c'est d'abord un meilleur service client. Ce qui est ça, et c'est vrai que le service client de ces marques, par rapport même à des marques internationales, est vraiment impressionnant. Je suis sûre que Camille a beaucoup de choses à nous partager sur ce sujet-là, juste après. Et puis, il y a un autre point qui est très important aussi, c'est la proposition des services proposés, une plus grande diversité de ces services, alors que les marques internationales ont un peu du mal d'ailleurs à proposer davantage de services, puisqu'elles sont concentrées plutôt sur le côté transactionnel. Donc, il faut passer à un nouveau cap. Le parcours client est aujourd'hui un parcours client enrichi, immersif, expérientiel, serviciel. Et il faut rajouter à cela donc les codes de la culture. Alors c'est vrai que vous avez des marques chinoises considérées comme aujourd'hui luxe qui commencent à émerger en Chine et à l'international. Qu'on va même ouvrir à Paris, ouais. Alors vous avez en effet iCycle qui est ouvert à Montaigne, Shanghai Tang qui est aussi très connu, qui se développe à l'international. Vous avez Guangxi qui est la marque de luxe automobile quand même. On oublie qu'il y a des marques très connues en Chine mais qui commencent à être connues à l'étranger. C'est une marque qui est vieille de 1949 quand même, pardon, 1949 si je me trompe. Donc ça c'est très important. Moutai, dans les vins et spiritueux, qui est quand même la Meiji qui est la plus chère et la plus ancienne de Chine. Donc ça, c'est très important quand même, qui a vraiment une valeur ajoutée et aussi un storytelling. Mais au-delà de ces quelques marques de luxe, il y en a très peu finalement, elles sont surtout concentrées en Chine. On a surtout des marques premium qui émergent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus flexibles. Elles ont une facilité à engager avec les consommateurs. Elles connaissent très très bien leurs consommateurs. Et c'est vrai que les marques premium aujourd'hui rivalisent plutôt en GMV, en volume d'affaires, plutôt finalement qu'en positionnement luxe. Compris. Donc on retrouve beaucoup de marques premium dans la beauté. Vous savez, ça a été une des premières catégories qui a été très ciblée par les marques locales. Donc, en effet, des marques comme Perfect Diary, Boy Toy ou Young Beast. On commence même à entendre parler ici. Qu'on commence d'ailleurs à connaître, en tout cas autant de noms, pas encore distribués, mais ça viendra. Vous avez des marques aussi dans le prêt-à-porter, comme moi, qui sont aussi, ou Oakerly, qui sont en Chine aussi déjà très importantes. Mais en général, c'est vrai, on a finalement des marques peu connues encore, peu luxe, et plutôt d'ailleurs, en effet, premium. Donc la réponse est oui, non, on verra. Moi, je pense que la réponse, elle vient d'abord du fait qu'il manque en Chine, et c'est un des facteurs fondamentaux, ce qui manque vraiment un support et un écosystème artisanal, supporté d'ailleurs par l'État principalement. Ouais. Donc c'est en train de se préparer depuis 2017. Vous avez le ministère de la Culture qui a décidé d'engager une phase de revalorisation du patrimoine et de l'artisanat chinois. Et donc je pense que là, on tient un tout début de réponse à votre question, qui est, je pense, dans les années à venir, certainement une émergence encore plus forte des marques de luxe chinoises. Donc attention, il faut que les marques, évidemment, et on en parlera après. Je pense que toute l'industrie est en train de regarder ça de toute façon. Et c'est pour ça que d'ailleurs les marques internationales se doivent d'ailleurs de se focaliser davantage sur l'héritage et le savoir-faire. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est les marques locales. Camille, même constat dans la beauté. Et tu t'en parlais au début, cette effervescence de concurrence locale. Comment réagir ? Même constat dans la beauté, effectivement, on doit prendre en compte, les marques doivent prendre en compte ce nouvel écosystème et ce parcours client qui est très riche et auquel elles doivent s'adapter. Après, dans l'univers de la beauté luxe sélective, aujourd'hui, les marques européennes continuent de dominer. Donc, il faut, pour conserver cette avance, je suis d'accord avec Nicolas, il faut vraiment connaître son territoire, bien le définir, l'ancrer davantage, pour finalement monter même en gamme, parce qu'il y a effectivement cette appétence pour du luxe, là où la concurrence aujourd'hui est surtout sur du premium. Il y a de la place pour du très très luxe, et c'est là où le savoir-faire et tout le savoir-faire occidental surtout a toute sa
sa raison d'être. Donc, il faut vraiment sortir de cette concurrence frontale pour éviter aussi cette guerre des prix qui, je pense, tend à une spirale de dévalorisation et c'est pas non plus la meilleure issue possible pour nos marques aujourd'hui. Donc, ça serait plutôt de sortir plutôt par le haut en allant vers du plus luxe. Et effectivement, je pense qu'il faut sortir de cet objectif pur business conversion pour aller vers davantage d'awareness, de storytelling. Et c'est ça qui fera aussi la différence par rapport aux marques locales, tout en conservant ce juste équilibre entre s'adapter à une culture et à consommateur et ancrer son ADN plus occidental. Mais sinon, voilà, le reste, on est un peu dans la même mouvance quand même. C'est ça la balance. Je pense que l'équation, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une équation simple, mais celle-ci, en tout cas, elle est particulièrement pas simple. Garder cet équilibre entre l'identité d'une maison et d'une marque et en même temps... Et peut-être encore plus fort dans l'univers de la beauté, où vraiment l'expertise est très puissante en Asie. Et donc, il faut travailler absolument cette valeur-là dans chacun de nos produits, en tout cas en beauté. Parce que là, aujourd'hui, on parle de la Chine, mais il se passe beaucoup de choses en dehors de la Chine en Asie. Oui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un épisode qui sera dédié à ça. Je pense que c'est important aussi de voir, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais ce qui se passe au Japon, Corée, je pense au Singapour, il se passe vraiment beaucoup de choses et à observer, à regarder. Mais ça rejoint exactement ce que tu dis, Camille. Je vous propose qu'on fasse un petit double clic sur un sujet digital, on va dire. Tout à l'heure, Clémence, tu as partagé avec nous les macro-tendances globales de ce marché-là. Nicolas a partagé avec nous un peu la puissance digitale de ce marché, les challenges aussi portés par les marques. Camille va partager avec nous. Si on double-clique, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème digital aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on voit sur le marché chinois ? Et encore une fois, il se passe toujours quelque chose, Nicolas, j'ai bien compris. Il se passe même beaucoup de choses tous les jours. Mais si y a des choses à retenir. Non, c'est vrai, le social commerce a explosé, on en a parlé via l'omnichannel, et on peut faire un double-clic sur le live streaming, live shopping. Et en fait, la tendance, c'est que comment, malgré cet écosystème digital, comment retrouver ce côté humain, ce côté personnalisé via le digital. Et du coup, le live streaming et le live shopping et ce qu'on appelle aussi conversational commerce, je vais expliquer ce que c'est un peu plus tard, nous permet en fait, via le digital, d'avoir une relation avec son client. Donc le live shopping sont des vidéos où on peut soit sur des plateformes communiquer des nouvelles tendances, des nouveaux produits, des nouveaux lancements, soit vendre. Et c'est via des KOL ou des KOC ou via des vendeurs. Et donc il y a un lien, une communication et cette humanisation au sein du digital qu'en fait les consommateurs recherchent. C'est ce que disait aussi Nicolas sur le bien-être, le retour sur soi. Voilà, et on a besoin de ça. Et ensuite, il y a aussi ce modèle qu'on appelle conversational commerce. En fait, il s'agit via le digital, via des plateformes, de communiquer de façon personnalisée. Donc, les vendeuses peuvent communiquer de façon directe avec ses consommateurs. Donc, de connaître bien ses consommateurs. Et évidemment, tout en développant des tendances de nos consommateurs via une collection de data, etc. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'on essaye de retrouver ce qu'on cherche dans l'expérience retail offline, mais via quand même des technologies qui nous permettent digitales de créer ce lien et cette humanisation du digital. Donc je pense que ça c'est une tendance très forte qui maintenant aussi se développe en Asie du Sud, en Europe et aux États-Unis. À moindre mesure, on verra en fonction des pays, mais ouais, complètement. Voilà, et les tendances viennent de la Chine. Et du coup, the next big thing après le social commerce, après le live streaming. Question pas simple, Nicolas, ouais. Ça fait beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première phase, je te rassure. Voilà, première phase. Voilà, tout se passe bien, mais parce qu'il y a tellement de phases, il y a tellement de choses, d'innovations qui arrivent, notamment de Chine. C'est vrai qu'on a eu cette première phase très tech, je dirais, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le live streaming, et tout ça mélangé dans des espaces, en tout cas des écosystèmes qui ont créé de la gamification, du retailtainment,
pour attirer d'ailleurs plus de consommateurs. Donc c'est ça l'intérêt. Ça a été la première phase. Et donc, le résultat est là, puisqu'en effet, on a agrégé en Chine plus d'1 milliard de consommateurs digitaux. Donc c'est ça aujourd'hui, cette première phase. Et oui, le chiffre est assez hallucinant et en même temps, c'est la réalité. Donc mais ça, c'est qu'une première phase. Donc la deuxième phase, c'est quoi? C'est ce dont on a tous parlé tout à l'heure, ce nouveau parcours client. Ce nouveau parcours client qui est en train vraiment de prendre forme. On a dit plus immersif, plus expérientiel, plus serviciel, etc. Donc c'est l'ultra-personnalisation, véritablement. Donc là, on est sur cette deuxième phase. Consommateur, le but, évidemment. Et le challenge est énorme, parce qu'il faut justement que chacun se sente justement particulier. Et donc, trouve justement les services et les contenus et l'environnement qui leur convient. Donc ça, c'est la deuxième phase. On va rentrer dans une phase justement où on a ces univers immersifs qui sont en train de se former. Et donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Metaverse. Donc en Chine. On va justement parler de Metaverse. On n'aurait pas pu faire une émission sans parler de Metaverse. Je crois que c'est le mot-clé le plus recherché l'année dernière, je crois, partout dans le monde. On ne peut pas ne pas le citer. Donc, on ne peut pas ne pas le citer. Mais en Chine, en tout cas, c'est déjà une réalité. C'est une réalité dans le sens où ce Metaverse, ce sera un Metaverse chinois. Attention, on est d'accord. Comme on a des écosystèmes chinois très différents et très différenciés de ceux qu'on peut retrouver d'ailleurs en Europe, même s'il n'y en a pratiquement aucun en Europe, je dirais. Justement, ce métaverse chinois, ce Chinaverse est en train vraiment de se construire petit à petit. C'est ça qui est intéressant et c'est une continuité de la première phase que j'ai mentionnée. C'est une continuité de cette phase de gamification, mais dans un univers encore plus immersif. Et c'est ça qui est très intéressant. Et on a beaucoup d'initiatives qui ont déjà commencé. Alors, l'initiative qu'on voit le plus, évidemment, sont les NFT. Et la création de NFT, alors en Chine, attention, on ne parle pas de NFT, mais de Digital Collectibles. Vous n'avez pas de crypto-monnaies en Chine qui sont interdites. Donc, on n'a pas de phénomène spéculatif. Ça, c'est très important, notamment à la suite des événements. On protège énormément le consommateur. Donc, on parle de Digital Collectibles. Vous avez beaucoup d'initiatives qui ont été lancées l'année dernière déjà par le groupe Ant Group, du groupe Alibaba, donc avec Alipay, qui a lancé une nouvelle fonctionnalité pour ses consommateurs qui peuvent aujourd'hui acheter des œuvres d'art sous forme de NFT. C'est ce qui est très intéressant, justement, c'est que ces œuvres d'art sont achetables sur justement la plateforme via une application Alipay, gérée en tout cas par la blockchain de Ant Group qui s'appelle Antchain, donc qui nous permettent à la fois de vendre ces NFT, mais surtout de protéger et de sécuriser ces NFT donc dans la blockchain Antchain. Ça, c'est une des premières initiatives. Tmall Luxury, dès l'année dernière, pendant le Double 11, a été d'ailleurs la première plateforme luxe au monde à proposer des digital collectibles au sein d'une galerie d'art virtuelle qui était proposée aux consommateurs. On voit bien donc cette liaison art aussi mode et luxe, tout est connecté véritablement dans un univers. Ce que Clémence évoquait notamment. Exactement, au début, et je pense que ça c'est très important, cette liaison, parce que là on parle vraiment d'œuvres artistiques, mais on donne de la valeur à ces objets digitaux. Et c'est ça qui est très important. Donc on donne cette valeur à ces digital collectibles, donc on oublie le côté spéculatif, on donne de la valeur ajoutée à la fois au produit digital, mais on donne de la valeur ajoutée également au consommateur, qui peut lui aussi parcourir pour justement découvrir de nouveaux objets digitaux dans un univers de plus en plus immersif. On n'en est qu'au début. Ça, c'est une première chose. Mais on a également, et on voit d'ailleurs, le développement de plateformes d'avatars, soit de création d'avatars. Donc, vous avez au sein du groupe Alibaba une plateforme qui s'appelle Taobao Live, à ne pas confondre avec Taobao Live, qui était la première plateforme de live streaming au monde, qui date de 2016. Donc là, on parle d'une plateforme de création et d'habillage des avatars qui date de 2017. Donc elle est déjà utilisée depuis quelques années déjà par notamment les marques ou les entreprises du gaming. Donc les consommateurs connaissent déjà. Donc se créent déjà leur propre avatar. C'est ça la puissance, c'est qu'il y a des racines. Exactement, les racines sont là. Sauf ce qui est nouveau, c'est qu'en effet, l'industrie du luxe a bien compris l'opportunité pour mieux cibler ces jeunes consommateurs du luxe qui sont avides de gamification et du gaming en général, que, évidemment, l'avatar est très important. Donc aujourd'hui, on propose aux consommateurs d'habiller leurs avatars avec des designs, des fameux skins de marques de luxe. Et pendant la dernière Saint-Valentin chinoise, au mois de mai, donc cette année, beaucoup de marques de luxe, notamment sur Tmall Luxury. Donc on a par exemple Balenciaga, McQueen, mais également Net-a-Porter Chine ou d'autres marques qui ont proposé à leurs consommateurs d'acheter justement des designs de ces marques-là et donc de pouvoir habiller
leurs avatars en fonction. On a beaucoup d'initiatives, et encore, je ne vais pas parler d'autres initiatives de plateformes, à la fois de Digital Collectibles, qui ont été créées à l'occasion de concurrents comme Shangshu, qui a lancé d'ailleurs sa propre plateforme de Digital Collectibles, mais également tout en associant le côté artistique. C'est pour ça que je parlais de valeur donnée aux produits et de valeur donnée également aux consommateurs, puisque là, ce sont les communautés qui sont donc utilisées, parce qu'à l'intérieur de ces communautés, le consommateur va devenir un co-créateur. Et donc, là aussi, monétisé ou pas, mais nous deviendrons demain des co-créateurs également au sein de ces univers. Si les maisons et les marques acceptent, bien sûr, en tout cas en termes de procès de création. Elles sont en train de se lancer et de tester, toujours en mode, je suis d'accord, de mode de test and learn, qui est très important. Il faut try, test and learn. C'est vraiment essayer, tester et apprendre. Ça reste toujours vrai. Et surtout dans un marché chinois où je pense que le rythme de test and learn est extrêmement important. Mais encore une fois, je pense que c'est un exemple de convergence de tendances finalement. En Chine aussi, on va parler d'un monde immersif. En Chine aussi, on va parler de ce Web 3. Et après, c'est aux marques, bien sûr, de raconter, aux maisons de raconter leur identité à travers tout ça. Je pense qu'on peut, encore une fois, je sais qu'on est limité par le temps, il faut se le dire, mais il y a tellement de choses à dire sur la Chine. Et encore un grand merci, vraiment, Camille, Nicolas, Clémence, pour tous ces éclairages. Je pense que ça va vraiment apporter une lecture de ce marché où, encore une fois, il faut vraiment être en immersion pour comprendre toute sa complexité. Donc, encore un grand, grand merci. C'est pas fini. Place à l'IFM, parce que l'IFM a deux questions pour vous, qui vont nous projeter dans le futur encore plus. Et on va commencer par la première question avec l'IFM. Camille, je pense que c'est pour toi la question. Alors oui, nécessairement aujourd'hui, la digitalisation avancée en Chine influe sur le reste du monde. On voit déjà avec, même au-delà des marques, le paiement dématérialisé, des applications qui sont de plus en plus importantes, qui ne sont pas uniquement des réseaux sociaux, mais qui sont aussi des sites de e-com. Donc nécessairement, ça influe sur le reste du monde. Il y a effectivement et la Chine, ayant été très avancée sur cette partie digitale, a finalement moins souffert que d'autres régions du monde pendant la pandémie. Donc il y a des choses qu'on voit apparaître aujourd'hui en Occident. On parlait tout à l'heure de réalité virtuelle. Il y a maintenant des applications d'augmented reality qui permettent aussi de scanner son visage pour pouvoir tester. Donc sur Armani, on a le Face Maestro qui permet de tester de chez soi des couleurs, des teintes, voilà, sans avoir à se déplacer en point de vente. L'intelligence artificielle aussi, et le BACC, donc qui fonctionne aujourd'hui très bien en Asie, qui permet même parfois de multiplier par 4 le panier moyen, parce que BACC, c'est vraiment cette conversation personnelle que la vendeuse a avec son consommateur, exactement, et du coup, forcément, les attentes sont beaucoup plus, les produits proposés sont beaucoup plus pertinents. Donc ça, c'est des choses qu'on voit arriver en Occident. On en est encore aux prémices, un peu comme le live stream aussi. Je sais que Lancôme l'a tenté, il y a des initiatives Lancôme en Grèce et en Turquie. Alors, on est encore pareil aux prémices, c'est pas encore tout à fait dans notre culture, mais voilà, petit à petit, on sent que ça arrive chez nous. Également, le marketing d'influence, qui est très puissant et qui est une partie intégrante du 360 des marques en Asie, commence à prendre plus d'ampleur dans le marketing en Occident. Notamment sur alors on n'a pas des influenceurs qui sont aussi puissants qu'en Asie, mais même des plus petits influenceurs. Sur Armani, on voit que l'utilisation d'une Caroline Receveur, par exemple, sur Armani, on voit tout de suite après des pics de vente. Donc voilà, on commence à voir tous ces process arriver chez nous. Enfin, les mesurer vraiment, mais d'une manière du coup. Ouais, c'est encore petit, mais on sent qu'on qu'on va dans cette direction-là. Et de la même manière qu'on parlait de la data, qui était un peu le nerf de la guerre en Asie, devient le nerf de la guerre aussi en Occident. Qui n'a pas aujourd'hui rentré son mail pour avoir accès à une newsletter qui donne 10% sur la première commande. Donc c'est une manière comme une autre de collecter de la data. Donc les marques en sont aux prémices de collecte. Après, il faut savoir la gérer. C'est aussi un peu la guerre entre les retailers, les marques, pour savoir qui détient cette data, parce que c'est vraiment très puissant. On a des marques chez L'Oréal, notamment Helena Rubinstein, qui a des services dédiés aux VIP, et c'est vraiment une des clés de succès de cette marque-là. Et sans citer ni de marque et pour donner des ordres de grandeur, ce CRM, quand il est vraiment bien utilisé, notamment auprès des VIP, on peut avoir 5% de nos consommateurs qui représentent 40% du chiffre offline
Donc, c'est vertigineux. Donc, Wow. vraiment, le contrôle de cette data et cette maîtrise est clé à l'avenir. Et l'Occident commence à le comprendre. Voilà, il faut que tout se mette en place. Tout n'est pas encore aussi bien rodé qu'en Asie. Et enfin, comme on voit croître la part du e-com dans le business, forcément, se redéfinissent les rôles aussi de la partie e-commerce par rapport à la partie offline. Et le offline qu'on pensait peut-être un peu mort pendant l'ère Covid, parce qu'on disait que tout avait pris que le business se faisait particulièrement online. Offline. Voilà, au contraire, il a un rôle majeur clé qui est très différent. Il faut juste le penser très différemment Complètement. sur l'expérience que le consommateur vient chercher, sur le service, le diagnostic, la personnalisation. Ça doit vraiment être le théâtre des émotions et c'est encore clé et presque un théâtre presque artistique. On en parlait tout à l'heure en lien avec l'art. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui et qui fonctionnent très très bien en Asie. Donc sur Saint-Laurent, il y a eu le YSL Beauty Hotel qui était vraiment un lieu de vie très holistique où on pouvait boire des cafés, avoir accès à une bibliothèque et bien évidemment découvrir les produits. Et on le voit aussi arriver en Europe, et on a un bon marché, par exemple, qui remplit tout à fait, ce type de lieu de vie où on y va pour des expositions, c'est une salle de concert aussi. Voilà. Donc, la redéfinition du offline arrive aussi un peu en Europe. Et je pense que tu l'as dit, Clémence, tout à l'heure, c'est sky is the limit en termes de créativité sur l'expérience. Exactement. Et je pense que dans les prochains mois, on verra vraiment beaucoup de nouvelles expériences immergées. Je pense qu'on a une deuxième question de la part de l'IFM. Question pas simple, on va se projeter 5 à 10 ans, déjà qu'on a du mal à se projeter, je pense, dans un mois en Chine. Ça, c'est la première question. et le sujet sustainability, qui est un sujet qu'on voit aussi arriver en Chine. Camille, si tu veux. Oui, alors effectivement, la sustainability maintenant fait partie intégrante de ce que les marques doivent intégrer dans leur communication. Pas uniquement au niveau d'une marque, donc certaines marques le font très bien parce que c'est vraiment inné dans la marque. Donc un Biotherm parlera de Blue Beauty et aura travaillé toute sa plateforme de marque là-dessus. Après, certaines le travaillent à travers certaines initiatives, que ce soit la rechargeabilité en skincare ou alors en parfum. Mais voilà, ça va être l'avenir. Et avec des consommateurs qui sont très experts et qui recherchent de l'information partout, ça ne doit pas uniquement venir du produit, ça doit être très authentique, pas opportuniste. Et ça doit surtout se décliner sur l'intégralité du 360, à la fois sur le grooming des vendeuses, sur les matériaux utilisés en retail design. Voilà, donc tout ça doit prendre en compte, la sustainability sera au cœur, il va falloir la communiquer, il va falloir surtout qu'elle soit très authentique pour la marque. Après, c'est pas uniquement la sustainability, on parlait de certaines tendances tout à l'heure qui étaient notamment sur le bien-être, qui, voilà, je pense que ça aura tendance à rester pour un petit moment. Et on voit aussi, si on parle de tendance à plus long terme, une société qui a tendance à vouloir s'affirmer davantage, qui est encore un peu contrôlée, mais on voit aussi beaucoup plus de diversité, beaucoup plus d'affirmation, le nationalisme aussi, un certain féminisme ou même des revendications. C'est la jeunesse qui le... Voilà, une jeunesse, voilà, qui pour le moment est assez contrôlée, mais on sent qu'il y a une espèce de fourmillement et qu'il y a quelque chose qui va se passer à terme. Sur les 5-10 prochaines années. Voilà. Et on parlait aussi de fluidité entre le haut plus haut, parce que finalement, c'est pas directionnel du online au offline. C'est vraiment... donc, on sait à quel point le online et l'offline est important. Et à l'avenir, en tout cas, en Asie, il y a surtout cette partie virtuelle qui est le troisième O, qui est le on-chain. Ouais. C'est notre directrice générale sur le digital, Asmita Dubey, qui en parlait lors de la Vivatech. Il disait qu'il fallait vraiment travailler cette fluidité entre ces trois O, où on navigue de manière seamless vraiment entre la réalité virtuelle, le virtuel, le Web 3.0, le online, le offline. Donc ça, c'est vraiment, il y aura un espace spatio-temporel qui sera complètement redéfini et qui continuera de nous épater, je pense. Comme tu dis, continuera de nous épater. Nicolas, peut-être quelque chose à dire là-dessus pour finir notre... je crois qu'on a beaucoup de choses encore à dire parce que les 5-10 années, ça me paraît énorme, c'est très long. On va revenir sur 5-10 mois pour voilà, 5-10 mois plutôt 5-10 mois. Non, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que déjà la Chine restera, quoi qu'il arrive, le laboratoire d'innovation dans le monde. C'est là où on apprendra, où on testera et on intégrera d'ailleurs ces nouvelles dimensions, ces nouvelles technologies en dehors de Chine. Ça, c'est vraiment, je pense, ça restera. Il y a une avance
phénoménale sur l'intelligence artificielle, très difficile à rattraper. Donc il y a une avance également au sein de la création et de l'évolution de ces écosystèmes très uniques. On l'a vu, on en a beaucoup parlé, mais ça reste vraiment unique à la Chine. Et enfin, surtout, la vitesse à laquelle l'adoption par les consommateurs de ces technologies, puisqu'on voit bien qu'à l'Ouest, on a plus de mal à adopter ces technologies, alors qu'en Chine, tout est rapide. Et donc c'est cette vitesse d'adoption aussi qui rend l'ensemble extrêmement dynamique. Donc moi, je vois qu'il y a énormément de choses qui, évidemment, se passent autour de l'éco-responsabilité. Et je pense que c'est un point clé, surtout en Chine, et encore plus en Chine, puisque le consommateur chinois voit tous les jours les conséquences, justement, de cette dégradation de l'environnement, beaucoup plus que nous, d'ailleurs. Et donc, vraiment, cette tendance à l'éco-responsabilité, c'est vraiment quelque chose de complètement mainstream aujourd'hui. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on voit que tous les acteurs, je dirais, à la fois l'État, les consommateurs, les plateformes numériques et enfin les marques s'associent justement dans une seule même direction, plus justement en tout cas un investissement sur la durabilité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, on voit bien que même beaucoup d'initiatives, on veut le jour d'ailleurs depuis ces dernières années sur l'éco-responsabilité, mais ce qui prêche un peu, c'est surtout l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, pour comprendre une liste d'ingrédients en ligne, par exemple, ou savoir l'impact justement de la logistique et l'empreinte carbone de la logistique de tel ou tel produit, justement acheté en ligne d'ailleurs ou physiquement, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on a des initiatives que prennent d'ailleurs les plateformes, y compris d'ailleurs Tmall au sein du groupe Alibaba, de créer justement des étiquettes justement avec toutes les indications en termes d'empreinte carbone. Donc, on a une sélection de produits. On a déjà eu une sélection de plus de 500 000 articles électriques ou électroniques qui permet aux consommateurs de voir vraiment l'empreinte carbone de ces produits et donc de pouvoir ensuite se projeter, de les analyser et donc de les acheter. Donc, on va étendre au sein de notre plateforme à davantage de catégories, tout ça pour avoir une plus grande traçabilité, mais surtout une plus grande valorisation de l'empreinte carbone de ces produits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au sein des plateformes. Je dirais après, pour les nouvelles tendances et les futures tendances, quelle perspective on pourrait donner? Moi, je regarde toujours les plans quinquennaux, parce que vous savez que la politique en Chine est quelque chose de fondamental, puisqu'elle guide et elle donne la direction sur les futurs investissements. Donc, si vous regardez le 14e plan quinquennal, c'est pas énorme, mais c'est très important. C'est un plan quinquennal entre 2021 et 2025 qui donne vraiment la direction des futurs investissements d'ailleurs publics et privés, sont faits conjointement en général. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le cloud computing, on y trouve évidemment l'Internet of Things, on y trouve aussi de la blockchain, on y trouve l'intelligence artificielle, on y trouve évidemment tout ce qui est Metaverse et Web3 qui sera donc accéléré dans cet univers. On y trouve la monnaie numérique, le yuan, qui est déjà utilisé sur l'ensemble des plateformes, notamment Alibaba, Tencent, très intéressant, et aussi évidemment, au niveau de l'environnement, l'empreinte carbone, puisque la Chine s'est engagée à une neutralité carbone en 2060. Et la plupart des plateformes, d'ailleurs, du numérique, se sont engagées même à aller au-delà, c'est-à-dire à être neutral carbone free, par 2030 ou en 2030. Demain. Donc, c'est vraiment demain. C'est vraiment une empreinte aujourd'hui, et tout le monde, les plateformes, donc, comme le gouvernement. Donc, ça aussi, c'est l'émergence, clairement, du Web3. On prépare le terrain pour le Web3. Les fondations sont là. Les fondations sont là. La volonté économique et politique existe. Donc, on se dirige vers la construction de ce Web3, on le disait, plutôt à la chinoise. Alors, on verra quelles seront les différences d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, les fondations sont vraiment présentes. Et en tout cas, tout est fait pour en tout cas lancer cette construction du Web3. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce Web3 surtout? C'est savoir quelle valeur ajouter, ou quelle création de valeur d'ailleurs, par rapport comme on disait tout à l'heure, quelle création de valeur on va intégrer dans ce Web3. Donc, création de valeur pour les produits, création de valeur aussi pour les consommateurs, ce que je disais tout à l'heure. Les services. Exactement, c'est-à-dire pour les produits, les marques vont pouvoir mettre en avant justement l'héritage dont on parlait tout à l'heure, le savoir-faire, les valeurs qui comptent pour eux, qu'elles souhaitent communiquer à leurs consommateurs, aussi bien via des produits physiques que via des produits digitaux. Donc, ces fameux twins, parce qu'on aura toujours ces deux produits présents, je pense, c'est ça l'avantage. Et connectés. Et connectés toujours, évidemment, sur la blockchain. Et après, on aura d'autres technologies et d'autres innovations. Et pour le consommateur, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, le phénomène de la co-création, transformer justement ces consommateurs en acteurs de la co-création. Et on parle véritablement
c'est un engagement des communautés, beaucoup plus que ce qu'on a connu pour l'instant, puisque l'engagement se faisait plutôt par des commentaires ou des contenus. Mais aujourd'hui, vraiment, Co-acteur. l'acteur principal, qui restera toujours, c'est le consommateur. Donc on aura toujours, quoi qu'il arrive, le consommateur au centre du système. Donc ça ne changera pas. Par contre, qu'est-ce qui changera? C'est l'univers totalement immersif qui est en train de se construire autour de ce Autour de tout ça. consommateur. Très clair. Donc ça, c'est vraiment... Je retiendrai quand même, du coup, vraiment sur les 5-10 prochaines années ou 5-10 prochains mois, l'éco-responsabilité. Je pense que c'est un élément clé, le côté immersif. Toujours avec un dispositif, un écosystème local en Chine, le Chinaverse, à retenir. Et bien sûr, cette expérience, on va vraiment avoir cette new expérience qui sera réinventée en Chine. Donc, les challenges sont toujours là. Les opportunités sont aussi extrêmement grandes pour la Chine. Je voulais qu'on termine sur cette perspective sur 5-10 prochaines années. Et encore un grand merci. Merci beaucoup, Camille. Merci, Sama. D'avoir partagé ta vision. Merci à toi. Et tes perspectives pour ce marché. Merci beaucoup, Clémence, d'avoir partagé aussi ces tendances et cette connaissance du marché. Merci beaucoup. Merci, Sama. Et merci beaucoup, Nicolas, également pour ta vision, ta perspective. C'est vraiment extrêmement passionnant et encore une fois, c'est un marché qui reste extrêmement riche et extrêmement complexe, mais vraiment intéressant dans sa richesse. Merci à toutes les équipes qui ont œuvré pour ce 3e épisode. Merci à l'IFM, merci aux équipes qui sont backstage, qui travaillent sur la réalisation de cet épisode. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans un nouvel épisode des Fashion and Luxury Talks. On a parlé Chine aujourd'hui. On parlera d'un nouveau sujet indispensable pour l'industrie du luxe. Pas que l'industrie du luxe, on parlera d'un sujet indispensable pour la planète et pour les générations futures. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. Vous pouvez nous retrouver en attendant sur nos réseaux sociaux ainsi que ceux de l'IFM. Et moi, je vous dis à très vite, à très bientôt.